Bonjour à tout le monde, merci d'être venu aux ateliers du Shift et m'écouter, et les autres évidemment. Est-ce que c'est possible de couper le slide là, puisque je suis comme vous allez vous en rendre compte, je suis un dinosaure historien qui travaillons sur les petites archives comme ça, donc je n'ai pas de PowerPoint. Si on peut le couper, c'est juste parce que je l'ai dans la figure, ou alors je me mets de côté. Voilà. Donc pourquoi vous pouvez peut-être vous poser la question un petit peu, qu'est-ce qu'un historien fait dans un atelier sur la décarbonisation, si on peut dire ça, de la société. Alors, vous allez, j'espère, avoir la réponse à cette question au cours des prochaines demi-heures de parole que je vais avoir. Il se trouve que les historiens peuvent apporter pas mal de choses sur les questions, à mon avis, de changement climatique, à condition d'accepter de faire leur boulot et d'avoir un petit peu de courage, parce que ça demande un certain petit courage politique, parfois, de prendre à bras-le-corps des problèmes contemporains comme le changement climatique et de voir en quoi, en tant qu'historien ou dans d'autres disciplines académiques, on peut apporter des éléments de réflexion à ces questions contemporaines. Alors évidemment, comme c'est un sujet qui peut être, et oui, encore controversé, ça ne plaît pas forcément à tous les collègues, mais j'ai décidé de faire le grand plongeon en 2006 et de me plonger un petit peu dans ce sujet qui me préoccupait à titre personnel, en tant que citoyen, de façon très importante. J'ai eu le plaisir, il y a environ une dizaine d'années, de lire le livre de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, qui s'appelle Le plein, s'il vous plaît, la solution au problème de l'énergie. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous le recommande chaudement. C'est encore d'actualité, même si bien sûr ils en ont écrit depuis plusieurs autres qui sont aussi tout à fait valables. Mais celui-là m'avait particulièrement frappé parce que c'est en lisant, à la lecture de ce livre, que je suis rentré en contact pour la première fois avec la notion d'esclave énergétique. Alors, je vais revenir sur cette question d'esclave énergétique dans une minute, mais avant, je voudrais commencer par un tout petit tour d'horizon de ce que les historiens peuvent offrir comme élément pour réfléchir à la crise climatique et aux problèmes de transition énergétique. Alors, les premières choses que les historiens peuvent faire par rapport aux problèmes climatiques, c'est bien sûr travailler sur les reconstitutions du climat. Alors, vous avez peut-être tous entendu parler du livre qui était pionnier à l'époque, en 1967, quand il a été publié, de Emmanuel Leroy-Ladurie, qui s'appelle « Histoire du climat depuis l'an 1000 ». Donc, qui était un des premiers ouvrages où, en tant qu'historien, il a essayé de reconstituer les climats des 1000 dernières années, en essayant des techniques qui à l'époque étaient tout à fait novatrices, notamment la reconstitution de température par les dates de vendange, vous savez que les dates, vous savez que pour les Français, le vin c'est important, et que donc on consignait, enfin je dis on, c'était des personnes diverses et variées dans différents coins de France, consignaient de façon absolument religieuse les dates de vendange chaque année dans leur village. Souvent les curés faisaient ça par exemple. Et grâce à la date de vendange, on peut reconstituer, avoir une bonne idée de l'été, de la chaleur de l'été qu'il y a eu avant les vendanges, de la pluviosité, etc. Donc ça, c'est des techniques qui ont été, entre guillemets, inventées par des historiens dans les années 60-70, donc je viens d'évoquer Emmanuel Leroy-Ladurie. Les historiens, donc, ça c'est une des premières choses que les historiens peuvent faire sur le climat, mais à mon avis, c'est pas la chose la plus intéressante qu'en tant que praticien du métier d'historien, on peut apporter sur les questions climatiques. Pourquoi ? Parce que d'une part, on sait que le climat a peu varié dans l'histoire humaine. Quand on parle de l'histoire humaine, c'est-à-dire qu'on considère globalement depuis l'invention de l'écriture. Donc on voit bien qu'on ne remonte pas très très loin et que dans cette histoire humaine, la température n'a pas beaucoup varié. La variation peut-être la plus importante, qui est assez difficile à mesurer, c'est la variation au cours de ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, qui a affecté en particulier l'Europe, et qui a peut-être amené à une baisse des températures autour de 0,5 et 0,8 degrés Celsius.
Donc on voit bien que par rapport à la crise climatique qui s'annonce, avec des hausses de température comprises entre 2 et 4 degrés peut-être vers la fin de ce siècle, on voit bien que les historiens n'ont pas grand-chose à apporter directement en termes de reconstitution des climats du passé, dans le sens où le climat peut varier par rapport à ce qui va varier dans le futur, et en plus c'était plutôt des variations à la baisse dans l'histoire récente humaine, plutôt qu'à la hausse. Voilà. La deuxième chose que les historiens peuvent apporter sur ces questions climatiques, c'est de réfléchir à la façon dont les sociétés ont réagi aux crises climatiques et aux crises, je dirais, puisqu'il n'y a pas eu tellement de crises climatiques comme je viens de l'expliquer, aux crises dites aux catastrophes naturelles, hein, qui permettent de se faire une idée par ce qu'on appelle proxy, de qu'est-ce que les sociétés pourront être amenées la façon dont les sociétés pourront être amenées à réagir face à des désordres ou des crises climatiques futures. Alors là-dessus, c'est un sujet c'est là que je dis qu'il faut parfois un petit peu de courage pour être historien, parce que cette question de savoir comment les températures, les variations de température avaient pu influencer l'histoire humaine était un sujet qui était totalement tabou. À l'époque où Emmanuel Leroy-Ladurie a écrit son premier ouvrage, dans les années 60. Pourquoi c'est un sujet totalement tabou? Parce qu'on venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu beaucoup de géographes, notamment allemands et américains, qui avaient raviver ce qu'on appelle la théorie des climats, que vous avez peut-être entendu, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une des théories qui remonte à l'Antiquité. Hein. Théophraste déjà avait l'idée que les climats pouvaient influencer les civilisations humaines. Et vous savez, c'était l'idée un petit peu chère à Montesquieu aussi, que dans les pays chauds, du fait de la facilité entre guillemets de la vie, l'ingéniosité humaine n'avait pas pu se développer, et que par conséquent, là où, entre guillemets, il n'y a qu'à se pencher pour ramasser des bananes, c'était les théories de l'époque en vigueur, hein, il n'y avait pas besoin d'ingéniosité, et que donc les civilisations étaient moins avancées, et c'est ainsi que Montesquieu, par exemple, justifiait l'esclavage. Enfin, il ne le justifiait pas exactement, c'est ses détracteurs qui lui ont reproché de justifier, mais ce n'était pas tout à fait ce qu'il disait. Mais il disait, c'est un petit peu naturel d'une certaine façon que dans les pays européens, pays climatiquement tempérés, on ait des civilisations qui aient été plus avancées que dans les pays chauds où la vie est trop facile, et que donc, par conséquent, on est encouragé à être paresseux, pour simplifier l'argument. Donc on voit bien que ce genre de théorie sur l'influence des climats sur les sociétés humaines avait pas bonne presse, pour des raisons qu'on comprend bien, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que Emmanuel Leroy-Ladurie, il le dit maintenant de façon tout à fait ouverte, en se confessant. J'ai fait une interview avec lui il n'y a pas longtemps, en disant que quand il a écrit son premier ouvrage, on lui a dit, si tu travailles sur l'influence, si tu dis que le climat a eu de l'influence sur l'histoire humaine, tu peux renoncer à ta carrière. C'était carrément ça. Et maintenant, il s'en repent, il dit, j'ai eu tort, parce que bon, dans son premier ouvrage, il dit, il n'y a quasiment aucune influence du climat sur l'histoire humaine. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième apport des historiens sur les questions climatiques, c'est de voir les réactions des sociétés aux désordres climatiques ou aux désordres aux catastrophes naturelles. Alors, depuis, heureusement, cette peur du déterminisme climatique a reculé, et de plus en plus d'historiens s'intéressent vraiment aux impacts du climat sur les sociétés. Donc en particulier, il y a plusieurs ouvrages qui sont parus récemment, dont un d'un historien anglo-américain qui s'appelle Geoffrey Parker, qui a écrit un livre passionnant sur le XVIIe siècle, sur la crise du XVIIe siècle, et les liens avec les désordres climatiques qu'il y a eu à l'échelle globale, hein, au XVIIe siècle, liés à ce petit âge glaciaire dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et donc on voit que la recherche historique avance sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce que sont les deux grandes conclusions, ou la grande conclusion que les historiens tirent à propos des désordres climatiques ou catastrophes naturelles par rapport aux réactions des sociétés humaines? En gros,
il n'y a pas de déterminisme. On note deux choses qui s'opposent souvent. D'une part, ça peut entraîner, ces chocs climatiques ou ces chocs de catastrophes naturelles peuvent entraîner des désordres qui font que des sociétés vont soit s'effondrer, pour reprendre l'expression du livre de Jared Diamond que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Effondrement, ou alors on peut avoir des formes de résilience. Par exemple, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec les thèses de l'économiste danoise Esther Boserup, qui a notamment contré ou cherché à contrer Malthus en disant que, contrairement à ce que Malthus avait annoncé à propos de la population, la pression de la population avait entraîné des innovations sociétales qui ont permis justement de faire des révolutions agricoles qui ont amené non pas la catastrophe annoncée par Malthus, mais au contraire une amélioration des rendements agricoles, une amélioration de la production de nourriture et d'autres innovations humaines qui finalement ont permis d'échapper à la catastrophe malthusienne. Donc, pour prendre un exemple très rapide, quand on observe un cas comme l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, on voit bien qu'il y a deux types de réactions qui se sont produits. D'une part, il y a eu tous les désordres, les pillages, etc., dont vous avez peut-être entendu parler, ou vous vous rappelez à la télévision, on voyait des policiers qui dévalisaient les supermarchés qu'ils étaient censés protéger. Donc on a d'un côté ce genre de désordre qui s'installe très rapidement, et d'un autre côté on a eu énormément de solidarité vis-à-vis des sinistrés, avec des secours qui affluaient de tous les pays, y compris le Venezuela, l'arch-ennemi à l'époque de George Bush, qui était le président des États-Unis. Donc on a vraiment, on ne peut pas en tant qu'historien dire bon ben on est sûr que les désordres climatiques, enfin, de toute façon on n'est pas prophète, on est historien, on ne peut pas dire que les désordres climatiques vont forcément entraîner des désordres. Ils peuvent aussi amener, c'est ça en quelque sorte la bonne nouvelle, ils peuvent aussi amener des formes de résilience et des formes de réorganisation de la société qui peuvent aussi amener vers plus de justice sociale, plus de solidarité, etc. Donc là-dessus, point d'interrogation sur l'apport des historiens. Les historiens peuvent apporter encore d'autres éléments intéressants pour réfléchir à la crise climatique et énergétique actuelle à travers des études plus spécifiquement intéressées par le réchauffement climatique contemporain. Par exemple, des études qui vont retracer la découverte du changement climatique. Il y a un livre passionnant qui fait une histoire des sciences et qui explique comment progressivement, les scientifiques ont appréhendé ce problème du changement climatique qui, au départ, n'était pas évidemment une évidence pour tout le monde. Et à partir du 19e siècle, comment plusieurs scientifiques ont progressivement commencé à alerter sur cette possibilité du réchauffement climatique, puis carrément à être de plus en plus alarmistes, notamment autour des années, à la fin des années 80, quand Jim Hansen, le premier, donc scientifique américain de la NASA, a pu alerter le Congrès américain en juin de l'année 1988 à l'invitation de Al Gore. Et c'est cet événement en particulier qui a transformé le changement climatique en un sujet brûlant dont les médias se sont emparés et qui ont commencé à devenir un sujet qui a fait irruption dans les ménages, on va dire. Avant, c'était un sujet qui était plus ou moins ignoré par le grand public. On a d'autres études tout à fait passionnantes que les historiens peuvent apporter sur les questions climatiques. Il y a des histoires, par exemple, de la géo-ingénierie, des historiens qui ont regardé comment, pendant la guerre froide notamment, les États-Unis et l'Union soviétique ont tenté de modifier artificiellement le climat, et comment ces tentatives de modification artificielle du climat ont parfois eu des conséquences assez douteuses, qui appellent un petit peu à la prudence par rapport aux expériences de géo-ingénierie que certains scientifiques appellent de leur vœu. On a eu des études passionnantes de Naomi Oreskes qui s'intitule par exemple Les marchands de doute, pour ceux qui connaissent ce livre, qui est paru il y a 2 ou 3 ans en traduction française, qui montre comment les lobbies pétroliers notamment ont réussi à semer le doute dans les esprits en utilisant des techniques utilisées notamment par les marchands de tabac dans les années 60, au moment où le tabac a commencé à être reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire
quelque chose de toxique et de dangereux pour la santé. À ce moment-là, au début quand cette vérité scientifique a commencé à être évoquée sur la place publique, les marchands de tabac se sont organisés pour essayer de semer le discrédit dans l'esprit du grand public sur cette question du tabac, de la nocivité du tabac. Et donc Naomi Oreskes a retracé un petit peu l'historique de comment ils s'y sont pris pour montrer comment les mêmes techniques vraiment ont été utilisées à propos de la désinformation systématique sur le changement climatique pour essayer de convaincre l'opinion publique qu'il n'y avait pas de consensus scientifique sur la question. Donc c'est une étude tout à fait passionnante. D'autres études qui pourraient aussi vous intéresser, donc sur la question du changement climatique, des études sur le rationnement pendant la Deuxième Guerre mondiale en Grande-Bretagne, en France, comment ce rationnement a été perçu de façon différente en France et en Grande-Bretagne, avec l'idée bien sûr de est-ce que pour rationner le carbone de nos jours, est-ce qu'il vaudrait mieux utiliser un système de rationnement ou un système de taxes carbone, hein, donc, puisque la question à un moment donné dans les années 2005-2006 était posée. Voilà, donc ça c'est en quelque sorte plusieurs apports que l'histoire peut apporter, excusez-moi ça fait beaucoup d'apports dans la même phrase, mais beaucoup de choses que l'histoire peut apporter, contribuer sur les réflexions sur le changement climatique. Un dernier domaine, et c'est celui dans lequel je voudrais rentrer actuellement, un dernier domaine où l'histoire peut apporter un certain nombre de choses par rapport à la réflexion sur le changement climatique, c'est celle de l'étude des transitions, de l'histoire de l'énergie et de l'histoire des transitions énergétiques. Alors ça, c'est malheureusement un sujet qui a été peu étudié par mes collègues. C'est un petit peu, en quelque sorte, l'énergie, c'est quelque chose qui, comme dans l'économie contemporaine, passe un petit peu inaperçu dans l'économie, et ça passe aussi un peu inaperçu auprès de mes collègues historiens. Pour vous donner un exemple un peu idiot, pas mal d'historiens français du 19e siècle ont calculé que la part du charbon de la houille représentait moins de 5% du PIB à un moment donné, et estimait que donc la part de la houille était relativement négligeable. Mais comme le disait fort bien un certain nombre de mes collègues, donc trois collègues qui ont créé une histoire de l'énergie qui est parue il y a une vingtaine d'années, dans les années 80, qui s'appelait Servitude de la puissance, qui est reparue l'année dernière ou il y a 2 ans sous le titre Une histoire de l'énergie. Ils prennent cet exemple en disant que un train qui fait le trajet entre Lille et Paris à la fin du 19e siècle remplace sur la route environ 200 diligences. Le travail du conducteur et de la personne qui enfournait le charbon, c'était 2 personnes au lieu de 200 conducteurs de diligence. Le trajet mettait 3 ou 4 heures au lieu de 2 jours. Et bien sûr, on voit bien que tout ça ne peut pas être limité à simplement le prix économique du charbon qui était enfourné dans la machine, qui était effectivement dérisoire et qui correspondait au travail d'un mineur pendant une demi-journée de travail. Mais on voit bien que l'apport du charbon est bien différent du simple poids économique de ce charbon à la fin du 19e siècle. C'est pour vous dire que si on s'arrête juste à l'économie et aux 5% de PIB dont je vous parle, le charbon, ça ne représente rien. Si on réfléchit en termes beaucoup plus larges sur l'apport de cette énergie, là on voit bien que c'est une différence, on est vraiment dans un changement de paradigme total par rapport à l'énergie. Alors, l'histoire de l'énergie et l'histoire des transitions énergétiques nous apprennent des choses intéressantes, et c'est là-dessus que je voudrais maintenant un petit peu m'attarder. Alors ce que je voudrais vous présenter ce matin brièvement, j'ai déjà bien entamé mon temps de parole, mais je voudrais vous présenter une idée qui m'est venue donc, à la lecture du livre de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, et d'autres lectures, qui s'est d'abord matérialisé sous la forme d'un article que j'avais envoyé à Jean-Marc en 2007 ou 2008, je crois, article qui était paru dans une revue américaine qui s'appelle Climatic Change et qui reprenait un petit peu cette notion d'esclavage énergétique
que j'avais trouvé chez Jean-Marc Jancovici. Alors, l'esclavage énergétique, c'est quoi? Parce que je vais quand même peut-être le rappeler très brièvement. Les esclaves énergétiques, c'est les machines qui aujourd'hui font pour nous le travail qui était auparavant fait par les esclaves et les domestiques dans les familles aisées. Jean-Marc s'était amusé à l'époque à calculer que chaque Français utilisait en moyenne environ une centaine d'esclaves énergétiques, c'est-à-dire des machines qui travaillent jour et nuit pour faire le travail à notre place, qu'on n'a pas envie de faire, travail dégradant, humiliant, pénible, machine à laver, voiture, avion, téléski et autres outils de la vie contemporaine. Alors, ces esclaves énergétiques, le terme ne vient pas de Jean-Marc, c'est pas lui qui l'a inventé. C'est un terme qui a été inventé dans les années 1940 par un Américain qui s'appelait Buckminster Fuller et qui avait inventé ce terme pour désigner donc ces machines qui sont la quasi-totalité du temps ultimement mues par des énergies fossiles, c'est-à-dire que même dans le cas de moteurs électriques, puisque la production électrique globale mondiale est en grande majorité repose sur les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, qui produisent de l'énergie dans les centrales thermiques. Donc ces esclaves énergétiques, donc qui sont mus par des énergies fossiles, quand le terme a été inventé par Buckminster Fuller dans les années 1940, il s'agissait d'un terme pas du tout connoté négativement, il s'agissait au contraire de célébrer pour Buckminster Fuller un progrès énorme qui était que aujourd'hui, donc dans les années 1940, on n'avait plus besoin, et encore aujourd'hui bien sûr, on n'avait plus besoin d'utiliser des vrais esclaves pour faire le travail, on pouvait s'appuyer sur ces machines. Buckminster Fuller, s'il a inventé le terme energy slaves, n'a pas inventé le concept. En fait, le concept remonte déjà à Aristote, et oui, les Grecs ont tout inventé, ou presque, puisque Aristote déjà disait au IVe siècle avant Jésus-Christ que si des machines pouvaient tisser d'elles-mêmes, on n'aurait plus besoin d'esclaves. Et c'est le XIXe siècle qui a réalisé ce vieux rêve, puisque déjà Aristote en rêvait, mais au XIXe siècle, les ingénieurs donc, qui ont réussi à faire marcher les premières, enfin avant le XIXe siècle, mais dès le XVIIIe siècle, les premières machines à vapeur ont été introduites dans les mines, d'abord pour pomper l'eau des mines de charbon, puis ensuite, vers la fin du XVIIIe siècle, se sont invités dans les usines, notamment les usines textiles britanniques, et se sont mis progressivement à remplacer le travail des ouvriers dans ces usines d'Angleterre. Et dès le début du XIXe siècle, des ingénieurs français, Sadi Carnot par exemple, qui a le même nom mais qui est différent du président de la République du même nom, donc un ingénieur en 1823, écrit déjà qu'il y a plein de machines en France qui font le travail des ouvriers dans les ports, dans les usines et dans plein d'autres endroits. Un Anglais quantifie même déjà en 1815 le travail effectué par ces machines dans les usines britanniques et estime qu'il y a environ 200 millions d'ouvriers virtuels qui travaillent, dont les machines remplacent déjà le travail d'environ 200 millions d'ouvriers. Alors, en quoi est-ce que ce terme m'a intéressé ? J'étais à l'époque enseignant à l'université de Lille et un jour, par hasard, comme souvent dans la vie, je faisais un cours qui portait même pas sur l'esclavage, mais j'ai fait une allusion à l'esclavage à mes étudiants. Et j'ai un étudiant qui m'a arrêté et qui m'a dit « Mais monsieur, comment est-ce que c'est possible que au XVIIIe siècle, des gens puissent être propriétaires d'esclaves et ne pas se rendre compte de la barbarie de ce qu'ils faisaient ?» Pour cet étudiant, et il était rejoint par la quasi-totalité de ses condisciples dans le cours, pour lui c'était impensable qu'on puisse avoir été à un moment donné propriétaire d'esclaves et ne pas se rendre compte de l'énormité du mal qu'on faisait. Et il m'a dit, pour moi c'était tous des barbares. Et je lui ai retourné la question, je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que dans
une ou deux générations, qu'est-ce que vous pensez que vos enfants et vos petits-enfants risquent de penser de la façon dont on vit aujourd'hui, avec toutes ces machines qui font pour nous tous les travaux qu'on n'a pas envie de faire, avec nous qui prenons notre voiture pour aller acheter notre baguette de pain. Bon, dans Paris, c'est pas facile, mais là où j'habite, c'est plus facile. Nous qui prenons l'avion pour aller passer le week-end à New York, ou qui allons passer un week-end au sport d'hiver, etc. Nous qui vivons dans cette dans cette utilisation d'énergie complètement ahurissante, enfin, qui, à mon avis, paraîtra aux futures générations de façon complètement hallucinante. Et c'était pour moi là, un petit peu le point de départ d'une réflexion où je me suis dit, mais finalement, l'esclavage énergétique, c'est pas si différent de l'esclavage historique. Pourquoi ? Parce que l'esclavage énergétique et l'esclavage historique ont pour cause la même soif, la même envie des hommes d'externaliser, on va dire, le travail, soit dans le cas de l'esclavage historique vers des hommes qui vont faire le travail à notre place, qu'on n'a pas envie de faire, soit dans notre cas contemporain, vers des machines qui vont faire les travaux pénibles, dégradants, humiliants, qu'on n'a pas envie de faire. L'esclavage n'avait pas qu'une fonction utilitariste, l'esclavage avait aussi des fonctions symboliques très fortes qui ont bien été étudiées par les historiens de l'esclavage, notamment l'envie de paraître, l'envie de dominer, d'écraser les autres. On paradait avec les esclaves dans les rues de Port-au-Prince ou du Cap-Haïtien à l'époque, comme aujourd'hui on parade en 4x4 dans les rues de Monaco pour montrer qu'on est riche et qu'on est bien portant et voire pour augmenter son sex appeal. Quand j'écrivais ce bouquin, on était en plein dans l'affaire DSK et qui avait été successivement pris au Sofitel à New York, mais aussi juste avant dans une affaire où il avait été photographié au volant d'un gros 4x4, je ne sais plus quoi, un Porsche Cayenne ou un truc comme ça. Donc je me suis dit finalement dans les deux fonctions principales reconnues par les historiens pour l'esclavage, une fonction utilitariste de déléguer le travail qu'on n'a pas envie de faire à d'autres, et une fonction symbolique de montrer sa richesse, etc. On retrouve bien ces deux éléments dans l'esclavage énergétique. Premier pan de ce qui s'est imposé à moi comme une conviction qu'il y avait vraiment des liens étroits et intéressants entre les deux. Deuxième côté, c'est que je vous ai dit, autant pour Aristote que pour Buckminster Fuller et d'autres, l'esclavage énergétique, c'était vu comme un grand progrès, c'est-à-dire qu'on se disait, ces machines, elles font du travail, mais on n'a pas les coûts moraux qui sont associés avec l'utilisation d'esclaves. Par rapport à des esclaves en chair et en os, qui souffrent, et on reconnaît que ce n'est pas une bonne chose, les machines évitent ce problème. Oui, sauf que depuis peu, je dis peu, ça fait bien 20 ou 30 ans maintenant, mais ça reste peu à l'échelle de l'humanité, on se rend bien compte du problème que les émissions de gaz à effet de serre, notamment, engendrent pour nos descendants, mais aussi les pays moins favorisés que les nôtres, qui souffrent déjà du changement climatique, qui sont impactés directement de diverses manières. Il y a encore un rapport de la Banque mondiale hier que vous avez sans doute vu, qui montre que tous les efforts, une grande partie des efforts de développement dans les pays dits du Sud risquent d'être anéantis par le changement climatique. Il y a plein d'autres problèmes associés à l'utilisation d'énergie fossile, de pétrole, de charbon, dont je ne vais pas faire un inventaire ici précis, mais bien sûr, on peut se rappeler que tous les problèmes de guerre du pétrole, d'approvisionnement géopolitique liés à l'utilisation, à l'approvisionnement en pétrole, qui n'est pas moralement neutre non plus. Voilà. Donc, si vous voulez, en faisant un petit peu cette mise en parallèle, je me suis dit, finalement, esclavage énergétique, c'est pas non plus très brillant quand on fait le bilan à la fin des courses. Et c'est ça qui m'a amené à faire réfléchir mes étudiants sur cette question de qu'est-ce que les générations futures vont penser de la façon dont on vit aujourd'hui
surtout que c'est bien connu dans la profession historique, les générations, toutes les nouvelles générations ont toujours tendance à penser que les générations précédentes étaient vraiment complètement demeurées, d'avoir fait les choix qu'ils ont faits et de ne pas avoir vu l'énormité des bêtises qu'ils faisaient. D'où notre incapacité à comprendre l'énormité de l'esclavage aujourd'hui. Et pourtant, pour ceux qui travaillent sur les questions d'esclavage, on peut comprendre, pas excuser, mais en tout cas comprendre que le système esclavagiste, c'était pas facile d'en sortir. Alors, quand j'ai commencé à parler et à écrire sur ces sujets, vous pouvez vous douter que je ne me suis pas fait que des amis. Le premier article que j'ai écrit sur le sujet dans une revue américaine a été accepté au 3e round de... Vous savez, il y a ce qu'on appelle le peer review, le système d'arbitrage dans les revues, où il faut que... Alors dans mon cas, ils avaient mis carrément 3 arbitres, parce que 2 n'arrivaient pas à s'entendre sur est-ce que c'était publiable ou non. Donc 3 arbitres qui ont quand même mis 3 fois avant d'accepter l'article. Le directeur de la revue Climatic Change, puisque c'était cette revue, Steven Schneider, a finalement accepté l'article. Il est mort d'une crise cardiaque 2 semaines plus tard, et je me suis toujours posé la question s'il n'y avait pas un rapport entre les deux. Blague à part, quand j'ai commencé donc à publier sur ce sujet, on m'a tout de suite accusé de ressasser des vieilles rengaines moralisatrices. Et beaucoup de gens n'ont pas bien compris et c'est sans doute en partie de ma faute, n'ont pas bien compris ce que je voulais dire, en laissant entendre justement que de nous présenter aujourd'hui comme des propriétaires d'esclaves qui s'ignorent en quelque sorte, c'était franchement pas bien sérieux. Et très moralisateur. Alors, pour me défendre un petit peu de ça, j'ai essayé de voir comment je pouvais représenter les choses un petit peu différemment. Et à l'époque, je vivais aux États-Unis et je passais tous les jours devant le mémorial à Thomas Jefferson, à Abraham Lincoln et à Martin Luther King. Et je me suis dit, finalement, en étudiant un petit peu la vie de Thomas Jefferson, je me suis mis à m'identifier très fort à lui, non pas bien sûr pour ses qualités intellectuelles et autres, mais pour le dilemme qu'il avait vis-à-vis de l'esclavage. Parce qu'en fait, la vie de Thomas Jefferson, c'est une énigme pour beaucoup d'Américains. C'est à la fois ce héros de l'indépendance qui a écrit la déclaration d'indépendance, c'est un homme des Lumières, en avance sur bien des points dans son temps, qui était aussi d'ailleurs contre l'esclavage quand il était jeune. Il avait même rédigé un projet d'abolition de l'esclavage dans son État de Virginie. Et en même temps, ça c'est le côté glamour de Thomas Jefferson, et le côté, la force noire, on va dire, de Thomas Jefferson, que beaucoup d'Américains ont du mal à réconcilier, c'est qu'en même temps, il était propriétaire d'esclaves, il n'a jamais libéré le moindre de ses esclaves, et depuis peu, on sait, et l'affaire a éclaté en même temps que l'affaire Clinton et Monica Lewinsky, on sait aussi qu'il a eu plein d'enfants avec une de ses esclaves, qui se trouvait aussi être la demi-sœur de sa femme, dont il était veuf, puisque c'était le père de sa femme qui avait couché avec son esclave et qui avait eu aussi une fille déjà de la même façon que lui-même a eu environ 5 ou 6 enfants, ce que les tests ADN ont révélé, ce que bien sûr la famille légitime, entre guillemets, blanche, avait toujours refusé d'admettre, mais ce que les tests ADN ont prouvé. Donc, si vous voulez, on se retrouve devant quelqu'un d'assez énigmatique, Thomas Jefferson, qui, d'un côté, c'est ce héros américain, de l'autre côté, qui était empêtré dans l'esclavage jusqu'au cou, et qui, d'ailleurs, contrairement à George Washington, il n'a jamais libéré le moindre de ses esclaves à sa mort. Alors comment réconcilier cette personne? Et je me suis dit, finalement, moi je me suis exactement dans la même situation que Thomas Jefferson. Dans le sens où, moi aussi, je suis un propriétaire d'esclaves énergétiques, j'en ai plein, beaucoup trop, j'aimerais bien en avoir moins, mais je ne peux pas m'en débarrasser. J'ai l'impression, à tort ou à raison, en partie à tort et en partie à raison, que je ne peux pas m'en débarrasser. C'est très difficile pour moi de vivre sans ordinateur portable, sans voiture, de ne pas prendre l'avion, de ne pas prendre le train, etc. Je ne serais pas là si j'avais fait aucune de ces choses-là. Et en même temps, j'aimerais bien, sur le principe, j'applaudis à tout rompre quand on propose de décarboner la société.
Et je souhaite de tout cœur qu'on le fasse. Mais comment faire ? Thomas Jefferson était confronté au même problème. Il ne pouvait pas, pour plein de raisons qu'on ignore aujourd'hui, libérer ses esclaves. D'une part parce que d'abord il était endetté jusqu'au cou et que s'il avait libéré le moindre de ses esclaves, ils auraient été immédiatement saisis par d'autres propriétaires d'esclaves. Et comme il se considérait comme quelqu'un de relativement sympathique, comme la plupart des propriétaires d'esclaves d'ailleurs, et comme moi, il se disait que ces esclaves seraient pires, dans une pire situation s'ils allaient dans d'autres propriétés que la sienne. Par ailleurs, il y avait des tas de lois qu'on ignore aujourd'hui en Virginie, l'État dans lequel il vivait, et dans d'autres États, qui faisaient que s'il avait libéré ses esclaves devaient quitter l'État et devaient se séparer de leur famille, notamment, et être déracinés. Voilà. Donc, le pauvre Thomas Jefferson, il avait plein de bonnes raisons, comme moi, pour ne pas libérer ses esclaves. Il disait d'ailleurs que l'esclavage était comme tenir un loup par les oreilles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tenir le loup correctement, mais on ne peut pas le lâcher non plus, parce que sinon il nous mord. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un avec qui, finalement, je m'identifie bien, et je comprends les dilemmes qu'il a vis-à-vis de l'esclavage. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça c'est bien beau, mais en quoi est-ce que ça fait avancer le schmilblick par rapport à la question climatique ? Alors, ça fait avancer le schmilblick, à mon avis, de plusieurs façons. D'une part, parce que c'est quand même légèrement inconfortable de se considérer comme un propriétaire d'esclaves et de se dire que nos enfants vont peut-être pas être très fiers de nous. Moi, en tout cas, c'est une corde qui me touche, et je me dis que peut-être ça peut un petit peu permettre de faire réfléchir et de réveiller les consciences. C'est plus de l'ordre peut-être de l'émotion, c'est-à-dire je fais une argumentation qui est à la fois logique, mais qui fait plus appel peut-être à l'imaginaire, à l'émotion, qu'à des faits précis. Mais les émotions ont un rôle énorme et important. Ça a été bien étudié par un certain nombre de personnes sur les déclencheurs, qu'est-ce qui motive les gens à s'impliquer dans le changement climatique. Et donc les émotions ont un rôle important. Par ailleurs, et je vais terminer là-dessus, parce que je ne sais pas combien de... 35. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de l'abolition de l'esclavage, puisque, comme j'ai essayé de l'expliquer jusqu'à présent, on se retrouve dans une situation où finalement les abolitionnistes, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, étaient dans une situation qui finalement était très proche de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient à essayer de convaincre des gens, bien sous tout rapport, de renoncer à leurs esclaves, qui leur procuraient des revenus, qui leur rendaient des tas de services qu'ils allaient devoir maintenant faire par eux-mêmes ou trouver un substitut. Et c'était pas facile de convaincre les gens de renoncer à leurs esclaves. Alors, de la même façon que on se casse le nez un petit peu tous ici pour savoir comment arriver à faire en sorte que on passe dans une société qui renonce à une grande partie de nos esclaves énergétiques. Alors, les abolitionnistes avaient un gros avantage, c'est qu'ils ont pu substituer le travail des esclaves par du travail de machines. Donc il y a une partie de mon livre qui s'intéresse un petit peu justement à cette substitution, à cette transition énergétique entre l'esclavage historique et l'esclavage des machines. Je ne vais pas avoir le temps de développer ici maintenant. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les abolitionnistes ont utilisé un certain nombre de techniques et se sont cassés les dents sur un certain nombre de mêmes problèmes que les associations écologistes ou les think tanks comme le Shift peuvent parfois se casser les dents, sur lesquels on peut parfois se casser les dents. Alors, je prends un exemple. Jim Hansen, que certains d'entre vous connaissent, qui est un des scientifiques de la NASA qui a le plus contribué à alerter l'opinion sur le changement climatique, a dit récemment que c'était juste avant enfin, quand je dis récemment, ça commence à dater un petit peu, c'était juste avant le sommet de Copenhague, à la COP de Copenhague. Il a dit que
il a pris le même parallèle que moi par rapport à l'esclavage, en disant que dans le cadre de l'esclavage, Abraham Lincoln n'avait pas dit on va abolir 40% on va libérer 40% des esclaves. Pour lui, il disait c'est du tout ou rien. En gros, on peut soit totalement décarboner la société, soit ça ne sert à rien de faire des demi-mesures. Or, ce qu'on constate dans le cas de l'esclavage, c'est que si Jim Henson c'est un excellent scientifique, il n'est pas bon historien. Parce que, d'abord, dans le cas du 13e amendement qui a aboli l'esclavage aux États-Unis, c'est de notoriété publique, et il est américain, il devrait le savoir, que Abraham Lincoln, en bon politicien qu'il était, n'a pas libéré tous les esclaves, il a seulement libéré les esclaves du camp adverse. C'est-à-dire qu'au nord, les esclaves n'ont pas été libérés, il a juste proclamé la libération de tous les esclaves de ses ennemis du Sud. Donc ça c'est un premier point, c'est que évidemment pour faire adopter, il y avait encore quelques États esclavagistes au nord des États-Unis et ceux-là ont été libérés ultérieurement. Donc d'abord on voit bien que les compromis en politique ça marche et c'est important. Deuxième exemple, dans l'abolition le cas de l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne, et je vois Coralie qui commence à s'inquiéter, donc je vais terminer sur ça, non. Dans le cas de l'abolition de l'esclavage en Angleterre, c'est un petit groupe de personnes motivées qui ont commencé à se réunir dans les années 1780 sous l'impulsion d'un député britannique qui s'appelait William Wilberforce et qui a décidé stratégiquement justement, qui était opposé à l'esclavage, mais qui ont décidé que s'attaquer à l'esclavage, c'était un trop gros morceau, qu'il fallait d'abord s'attaquer à la traite des esclaves et scinder les deux problèmes parce que sinon ils n'y arriveraient jamais. Donc ils ont commencé à travailler sur l'abolition de la traite et même ça ils se sont cassés les dents pendant une vingtaine d'années à tel point, tellement les lobbies étaient importants, les lobbies planteurs empêchaient tout vote au Parlement britannique. Or, ils ont trouvé une tactique au bout d'un moment qui a consisté en 1806 à faire voter une première loi qui interdisait la vente des esclaves à tous les pays avec lesquels l'Angleterre était en guerre, et principalement la France à l'époque. Et cette loi qui est passée au Parlement assez facilement parce qu'elle avait été présentée comme une loi patriotique, le but c'était d'affaiblir la France et non pas d'abolir l'esclavage. Les abolitionnistes n'ont rien vu venir, ils ont voté, les abolitionnistes ont vu venir puisque c'est eux qui ont préparé la loi, excusez-moi, mais les gens qui étaient opposés à la loi sur l'abolition de la traite n'ont rien vu venir, ils se sont fait avoir, la loi a été votée, et l'année suivante, le lobby planteur qui avait énormément perdu d'affaires à cause de cette loi et qui était énormément affaibli, l'année suivante, la loi qui abolissait la traite dans toutes les colonies britanniques a été votée de façon très facile, alors que ça n'aurait pas été possible juste avant s'il n'y avait pas eu cette première loi qui avait préparé le terrain. Donc on voit bien que en matière de décarbonisation de la société, comme en matière d'abolition de l'esclavage, les approches graduelles sont parfois réussissent beaucoup mieux que les approches frontales du type de celle de William Lloyd Garrison aux États-Unis, qui a toujours refusé autre chose que l'abolition immédiate de tous les esclaves aux États-Unis et qui a entraîné une réjection de la majorité de ses contemporains. Il y a très peu d'abolitionnistes aux États-Unis parce que justement ils étaient totalement irrités par l'espèce d'autosuffisance, l'espèce de haute considération que les abolitionnistes du type de William Lloyd Garrison avaient d'eux-mêmes et qui du coup étaient rebutés par la cause abolitionniste pour ces raisons-là. Ce qu'on ignore assez souvent aujourd'hui, c'est que Abraham Lincoln a été élu président des États-Unis contre un autre candidat qui était beaucoup plus virulent pour l'abolition de l'esclavage. Et c'était donc un modéré, Abraham Lincoln, et non pas un abolitionniste à tout craindre. Juste très très rapidement, et je vais vraiment conclure là-dessus, d'autres choses qui m'ont intéressé quand j'ai travaillé sur un petit peu les méthodes des abolitionnistes pour faire abolir l'esclavage, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des débats intéressant à l'époque sur, par exemple, l'utilité de boycott et les comportements individuels. C'est-à-dire que
Au moment de l'abolition de l'esclavage, une des tactiques qui a été employée par les abolitionnistes, c'était de dire on va arrêter d'acheter des produits qui sont faits dans les colonies à esclaves, par exemple le sucre dans les Antilles ou le coton dans le sud des États-Unis, en se disant que ça allait affaiblir le comportement, la puissance financière notamment des planteurs. Mais cette technique a été en partie couronnée de succès en Angleterre, mais complètement échouée aux États-Unis. Et le problème, c'est que les abolitionnistes se sont rapidement rendus compte que en fait, des techniques qui étaient centrées sur le comportement individuel, c'est-à-dire qui consistaient, il y avait des gens qui passaient littéralement leur journée à essayer d'éviter d'être en contact avec des produits qui avaient été produits par des esclaves, donc qui évitaient d'être en contact avec du coton ou avec voilà. Et les abolitionnistes disaient, mais à l'époque, un certain nombre d'abolitionnistes étaient lucides sur cette question en disant que, en essayant de faire, entre guillemets, en étant motivés par une volonté d'être pur, de ne pas être en contact avec le moindre objet ou produit taché du sang et de la sueur des esclaves, on négligeait l'action collective qui était beaucoup plus essentielle, donc l'action politique qui seule permettait vraiment l'abolition de l'esclavage. C'était une technique qui était finalement qui prenait beaucoup de temps et qui n'aboutissait pas à grand chose. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au parallèle aujourd'hui avec les tactiques ou les modes de vie de certains écologistes militants qui semblent plus préoccupés par une recherche de surtout ne pas dépenser de carbone, ne pas vivre entre guillemets de façon pure, mais qui négligent que en fait comme le disait un journaliste britannique, on peut aujourd'hui changer toutes les lampes dans nos... Enfin, c'était en 2006 qu'il écrivait ça, mais on peut changer toutes les lampes dans nos maisons. Si mon voisin installe 1 million d'ampoules parce qu'il veut célébrer Noël, toutes les petites économies que j'aurais pu faire chez moi, ça c'est anéanti. Donc on voit bien que la recherche de pureté individuelle ne mène pas à la solution politique qui est nécessaire pour décarboner la société.